donem les gràcies una vegada més als ponents d'aquesta segona part d'aquesta tarda, en les que la doctora Casals i el professor Mavil ens han aportat aquesta visió en l'àmbit tecnològic i en l'àmbit educatiu. No sé si ja tenim alguna qüestió. Doncs passem a les qüestions i així amb llibertat un o l'altre anem responent. Una primera pregunta per la doctora Casals. També agraeixen la gran ponència que ens ha fet. Y una pregunta concreta es, me ha gustado mucho la presentación. La pandemia ha dejado a la vista la brecha tecnológica entre los países. ¿Cuál es el desafío ético de los países desarrollados con el uso de las tecnologías y la inversión en las mismas? Bueno, jo diria que el repte, aquí les tenim amb les tecnologies, molt important, no? Jo crec que una mica el mal precisament és que aquesta bretxa existeixi i per això va creant aquestes diferències. El nostre repte, jo crec, inclús de vegades, encara que ens ho mirem egoistament, hi ha la versió de que es van fent aquestes diferències i es van fent més grans, en part també degut a la tecnologia, perquè la tecnologia ens permet créixer i llavors la diferència es fa més notable. Si som capaços de produir més i de fer més, la feina manual es desvaloritza perquè té menys valor. Jo crec que és un problema molt dels interessos. No hi ha una conscienciació política general i com que funcionem per interessos particulars i de les empreses que van a fer el negoci allà, doncs cada un mira la seva localment i això no ajuda. Realment el repte seria que perquè el món anés millor, perquè no tinguéssim les crisis migratòries que tenim ara, que per una part ens van bé, perquè ens fan unes feines la gent que ve a fer les feines que no ens agraden, però per altra banda després hi ha un rebuig social enfront de la gent que ve. Això passa per l'educació en el lloc local i perquè tinguin la tecnologia per desenvolupar-lo. Per tant, més el repte no és ara dono menjar o dono diners o dono, sinó que compartim el coneixement, que compartim la tecnologia, que portem allà també la tecnologia perquè es puguin desenvolupar i puguem treballar cooperativament de manera diferent. De fet, ja es fan. Per exemple, a la nostra universitat hi ha el programa que qui vol deixa el 0,7% i es fan projectes per anar allà i per ensenyar tecnologia, per ensenyar coses. Però, esclar, això sempre són petites contribucions quan les necessitats són infinites. Més aviat diria que el món està fent el contrari. L'altre dia veiem per la tele que anem a pescar a les costes del Senegal i els que vivien del peix que tenien allà ara no en tenen perquè amb els nostres barcos i les lleis de costes anem a treballar allà. De vegades jo em pregunto, i la pregunta està molt correcta respecte a la tecnologia, però ja al final no és la tecnologia, ja és la persona humana, ja és l'interès, perquè per una part anem arreglant i per l'altra part anem espaiant, però és per les polítiques i per les accions i pels interessos particulars que tenim. No sé si he contestat molt perquè és... Una pregunta para el doctor Mavil. ¿Cómo educar a las nuevas generaciones hacia la preocupación por el bien común? ¿Es posible educar al bien común a distancia? ¿Es posible combinar el bien común con el pluralismo? Pardon,
Vous avez compris? Non, il Professeur. faudrait. En plus, je n'ai pas Non. entendu de là. Alors, la question était donc comment éduquer de nouvelles générations pour le bien commun et même les éduquer face au pluralisme. Donc le bien commun et le pluralisme, comment éduquer à tout ça les nouvelles générations? Ah, c'est une très belle question et un vrai défi. Ce que je vois à travers nos universités, c'est que la question éthique est de plus en plus soulevée et que des enseignements en éthique s'articulent très souvent à de très nombreux autres cours et sont inscrits dans de nombreuses formations master. Donc là, je pense qu'il y a une démarche générale qui est intéressante. Je vous donne juste un exemple. Lorsque j'ai visité une des universités jésuites à Sao Paulo, au Brésil, les étudiants de première année de master qui travaillaient sur la question de l'innovation étaient obligés de rendre 2 mémoires. Un premier mémoire sur l'innovation au sujet de laquelle ils travaillaient et un second mémoire qui portait sur cette innovation vue sous l'angle éthique. Voilà. Alors c'est un exemple particulier, mais je pense que dans de très nombreuses universités, désormais, la question éthique est soulevée. Au niveau de nos établissements, plus largement, ce que je vois, c'est que le lien avec les enjeux du millénaire pour le développement durable se pose très souvent à la fois au sein des campus, des universités en tant que telles et des enseignements. Donc je crois que cette voie-là doit être poursuivie. Il y a un autre aspect qui me semble également être une tendance intéressante dans de très nombreuses universités, pas que des universités catholiques, mais notamment des universités catholiques, une réflexion sur les nouveaux types de leadership. Je vous donnerai un exemple, là encore, qui me semble intéressant, qui n'est pas tiré d'une université catholique. L'université de Cambridge, en Grande-Bretagne, prestigieuse, met en place des formations sur le leadership d'après les Sustainable Goals. Je pense que là encore, c'est une façon renouvelée de comprendre le leadership et d'essayer d'articuler les enjeux de notre époque, les enjeux majeurs de notre époque, à une réflexion qui soit éthiquement ordonnée autour de la promotion du bien commun. Voilà quelques pistes que je peux vous proposer à partir de cet observatoire que nous présentons à la Fédération. La tecnología educativa no ahonda la brecha educativa. ¿Cuáles han de ser los criterios en la transferencia de la tecnología educativa con países y con clases sociales desfavorecidas? Creo que es para los dos. Sí. Bé, la tecnologia és un mitjà, no?, per transmetre l'educació. Jo crec que tenim la tecnologia i després hi ha la voluntat, no? De vegades, no sé, hi tornaré potser una miqueta com abans, no? De vegades sembla que estem fent molt grans esforços en aportar tecnologia. De fet, s'està fent i es porta tecnologia als països en desenvolupament perquè puguin accedir. Però, clar, és molt difícil contribuir aportant. Jo crec que si no hi ha una transformació profunda, que comencem des de molt a la base, que de fet és a través de l'educació, és essencial. Però, clar, a vegades sembla que estem per un cantó ajudant i per l'altre fent el contrari, no?
un exemple que el vivim en el món de la robòtica. No? Hi ha els fabricants de mines antipersones i els fabricants de robots buscamines per compensar-ho. No? I sembla que al final, doncs, per mi, tot és la voluntat humana de resoldre el problema. Però normalment prima més el negoci i els interessos dels països. No? I segons com, dius, et vas veient fent grans esforços amb coses molt petites quan, per altra banda, estàs fent un mal més gran. No? Però, efectivament, la tecnologia ajuda que aquesta bretxa tecnològica es vagi fent més gran, no? Perquè parlàvem abans amb l'exemple del processador. No? Si el tens, pots fer ordinadors i pots anar fent i pots anar creixent. Si no el tens, estàs completament inutilitzat. No? Ara el que no té internet no es comunica i el que no té l'ordinador està privat de mil coses. No? Que abans dèiem amb les mans ho fem tot, no? I ara són molt dependents. Je pose la question en français. En fait, ce sont deux questions. Oui. La première a été déjà répondue en partie par la professeure, notre professeur Casals ici, mais il paraît qu'on souhaiterait une réponse à vous aussi, professeur Mabi. Donc, première question à vous. La technologie éducative n'approfondit pas la brèche éducative, donc la technologie contribue à augmenter cette brèche ou bien à la faire diminuer. Et donc, quels sont les critères par rapport à la transférence des technologies éducatives avec les pays plus défavorisés et les classes sociales plus défavorisées aussi? Ça serait la première question. Deuxième question, quels sont les critères dans le rapport celui qui éduque, celui qui est éduqué, afin que l'éducation ait une composante forte d'expérience vitale partagée? Donc, quels sont les critères dans les rapports éducateurs éduqués dans le sens de favoriser une éducation qui soit expérientielle et partagée? D'accord. Alors, écoutez, pour répondre à la première question, encore qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été donnés, est-ce qu'il y a une brèche par rapport au niveau d'écart dans l'accès à l'information? Oui, mais en même temps, ça ne comble pas les écarts. Ce que l'on voit, bien sûr, c'est que les nouvelles technologies permettent un accès à l'information, un accès à la connaissance de multiples manières, c'est certain. Néanmoins, cet accès suppose tout de même un accompagnement. Vous ne laissez pas un élève ou un étudiant seul sur Internet, sur des sites, etc. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une amélioration incontestable de l'accès à l'éducation, de l'accès aux informations et à la connaissance, mais en même temps, on voit bien que l'écart demeure entre les pays les plus avancés dans ce domaine et les autres. Et c'est là, si vous voulez, que je pense qu'il y a deux autres paramètres qui interviennent. C'est que les technologies de l'information, de la communication, les EdTech, interviennent différemment suivant le degré de formation des enseignants, donc je dirais tout le personnel d'accompagnement de ces processus, et puis également suivant le niveau d'infrastructure des pays considérés. Et à ce niveau-là, bien évidemment,
il y a des écarts qui demeurent considérables. Je pense que sur ce sujet, on retrouve les mêmes disparités que celles que l'on trouve lorsqu'on travaille sur les écosystèmes innovants, par exemple. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les technologies de l'éducation, ces EdTech, interviennent dans un contexte de tension finalement sur l'évolution des États par rapport à la recherche et à l'enseignement. La question du vaccin est intéressante. On voit bien que pour le vaccin, on aurait pu être devant une solidarité internationale et un travail conjoint des États. Et en même temps, ce que l'on constate, c'est tout de même que si ce travail se fait à une certaine échelle, il y a néanmoins des enjeux géoéconomiques et des rivalités qui perdurent très fortement. Ces ambiguïtés-là, on les retrouve dans le domaine de la recherche entre la recherche-développement qui est financée par les États, la course au brevet, les courses à l'innovation, et puis en même temps ce qu'on appelle l'open science. Et on voit bien qu'entre ces deux modèles-là, il y a des tensions. Et c'est, je crois, au sein de ces tensions que l'on peut comprendre la place que jouent les EdTech. Voilà. Ça, c'est pour la première réponse. Pour le second aspect sur l'éducation et les expériences éducatives, je pense que les nouvelles technologies viennent renforcer des expériences qui sont menées depuis assez longtemps, à partir d'ailleurs de traditions éducatives qui peuvent être traditionnelles, mais cet aspect expérientiel, me semble-t-il, a déjà été bien travaillé. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui sans doute un mouvement de pluralisation de ces expériences, un renforcement avec ces nouvelles technologies, mais que c'est plutôt une tendance lourde qui est confirmée plutôt que des innovations totales, sauf néanmoins pour certaines. Je travaillais hier avec un collègue qui me montrait ce que l'on pouvait faire avec des avatars. Il est certain que sur certaines EdTech, on est devant des disruptions extrêmement fortes qui vont obliger à repenser la notion d'éducation expérientielle. Merci. Je vais poser une question pour le professeur Mabi dans ce qui concerne c'est que l'étudiant, celui qui va à l'université jusqu'à maintenant, on pouvait penser qu'il voulait avoir une connaissance dans un champ déterminé des matières académiques, mais aussi il voulait chercher une issue professionnelle dans la vie. Maintenant, vous avez souligné que les gens vont insister sur ce deuxième aspect à cause du chômage généralisé qui va arriver. Mais il y a une autre question. Il y a des gens ici, par exemple, de jeunes étudiants qui raisonnent en disant ça ne vaut pas la peine d'aller à l'université à faire un master, par exemple, parce qu'après cela, après mon effort, en tout cas, je ne vais pas trouver du travail. Pourquoi je dois investir pendant 2 ans, je ne sais pas combien, mon argent et mes énergies pour une issue qui ne va pas exister jamais. On doit tenir compte que maintenant, ici, en Espagne, le chômage de la jeunesse rejoint les 40%. Alors, on peut comprendre plus aisément la difficulté de motivation par rapport à tout ça. O que jo he volgut preguntar
és que ell insistia que a la universitat els estudiants hi van per adquirir coneixement i per trobar una sortida professional, però per l'altre costat, ara molts diuen per què he d'anar a la universitat amb una taxa d'atur del 40-45%, si m'esforçaré per estudiar 2 anys o no sé quan, i després al final tampoc no trobaré treball. Per tant, quina és la motivació que tindrà una persona jove per a fer estudis universitaris en una situació com la que estem tenint ara, aquí almenys, a Catalunya i a Espanya? És una pregunta per la professora Casals i pel professor Mabi, pour les deux. Una motivació i dintre l'ensenyament també jo crec que és important ensenyar que un pot ser emprenedor. I de vegades ens pensem que trobar feina és anar a buscar que m'ofereixin alguna cosa. I moltes vegades és ser creatiu i generar la feina. Per tant, jo crec que també el coneixement més profund de les diferents matèries ens permet donar material, coneixement, material mental, diguem, per poder trobar vies de que hi hagin altres feines. Si tothom esperés trobar una feina, no n'hi hauria. Hi ha qui l'ha de generar. Abans parlàvem que la tecnologia mateix ara permet, molta gent es guanya la vida fent aplicacions per al telèfon mòbil. Necessites una mica de coneixement informàtic i de les eines relacionades. I per tant, diguem, feines d'aquest tipus, hem parlat també de la impressió 3D, que és assequible i per tant podem fabricar coses. La gent, molta gent s'espavila a generar noves oportunitats, a inventar nous productes, serveis, i ara el món va molt per aquí. Aquí mateix Catalunya és un exemple. Tenim molta petita empresa perquè la gent s'ha espavilat i quan no hi havia feina es muntaven petites feines, petites empreses, que algunes s'han fet molt grans i moltes altres s'han quedat petites, però han durat molts anys. Per tant, el coneixement sempre obre portes a que hi hagin aquestes oportunitats. Algú tindrà més habilitat o més capacitats per tenir aquestes iniciatives, però el coneixement sempre falta. Ara diem que hi ha molt atur, però jo em trobo a la universitat que quan necessito algú no el trobo. Per què? Perquè hi ha molts coneixements específics que si no els tens, o hi ha molta feina, en l'entorn tecnològic hi ha molta feina i cada vegada serà més que la feina es basa en coneixement. Cada vegada les màquines aniran fent la feina, diguem, fàcil, de força, de fer amb les mans. Els caixers automàtics, moltes d'aquestes feines que són, diguem, simples, que pot fer qualsevol, doncs les van fent les màquines i són feines més rutinàries, més avorrides, menys poc humanes. La gent està esperant l'hora de plegar perquè és molt monòton. El coneixement permet fer feines més creatives i més emotives. Hi ha moltes raons perquè l'estudiar sigui important. Professeur? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. En fait, il y a une accélération d'une tendance qu'on a vue émerger depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Quand je faisais mes études, il y a très longtemps maintenant, malheureusement, il est vrai qu'un master n'était pas nécessairement un master dit professionnalisant. Voilà. Le master transmettait essentiellement des connaissances. Toute l'évolution qu'il y a eu dans l'enseignement supérieur, et notamment au niveau des masters depuis 20 ans, a amené à rééquilibrer, et je crois que c'est tout à fait juste, à rééquilibrer la transmission de connaissances avec l'acquisition de compétences. On est sur ces deux aspects-là.
On transmet des connaissances, mais on transmet également des connaissances qui peuvent être utiles dans un champ professionnel, donc des compétences, afin que l'étudiant, à la sortie de son master, puisse trouver un emploi. Ce modèle-là est aujourd'hui, où l'équilibre, je dirais, est sans doute remis en cause sous l'effet d'une double pression. La première pression, c'est celle que vous avez évoquée, c'est celle des étudiants. Parce que les études coûtent plus cher, parce que beaucoup de familles ont beaucoup moins de moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, il y a une nécessité pour eux d'arriver plus vite sur le marché de l'emploi. Et cette première pression produit un effet que l'on voit aujourd'hui au niveau international de manière très visible, c'est qu'au lieu de proposer des diplômes, on propose de plus en plus des microcrédits, c'est-à-dire des formations sur des enjeux extrêmement précis, éventuellement dissocié donc de l'acquisition d'un diplôme et qui permet à l'étudiant, avec l'acquisition de compétences, mais vous voyez dissocié de connaissances, d'arriver sur le marché de l'emploi. Je crois que là, il y a une première pression qui est très importante. La deuxième pression, c'est celle des entreprises. Je vais vous prendre un exemple qui est très connu, Google. Les universités aujourd'hui sont mises en concurrence avec les entreprises qui créent soit à l'interne des services de formation, soit proposent en partenariat ou pas des universités des modules d'enseignement professionnel très spécifiques. Et là, les universités sont mises en concurrence. Quand Google propose en 24 heures ou 48 heures la transmission de compétences en disant sur la base de ces compétences, les étudiants qui auront suivi cela peuvent entrer sur le marché de l'informatique sur un créneau extrêmement particulier, il est certain que les universités se trouvent bouleversées par cette intrusion, ce défi que pose ce type d'entreprise. Et finalement, c'est, je crois, la troisième mission de l'université qui est remise en cause. Les universités ont une mission d'enseignement, de recherche, mais de formation également des étudiants à la citoyenneté. C'est leur troisième grande mission. Quand on se polarise beaucoup plus exclusivement sur les compétences au détriment des connaissances, alors ce déséquilibre risque d'avoir un impact sur la troisième mission des universités. Et je crois que c'est un enjeu extrêmement important parce qu'à la fois on doit comprendre la nécessité d'une professionnalisation accrue et en même temps on doit avoir en tête que nous ne formons pas simplement des professionnels d'un secteur, nous formons des étudiants qui sont aussi des citoyens. Et donc, les formations auxquelles ils accèdent sont des formations qui leur permettent ensuite de se comporter dans la société, de comprendre les enjeux de la société à partir de ce qui leur aura été transmis. Merci beaucoup. Professeur François, nous finissons ici. Nous n'avons pas de questions. Donc, une dernière opportunité pour les deux conférenciers de s'exprimer, de dire quelque chose, un message final, s'il y en a. Mais donc, professeur Casal, si vols dir un missatge final. Bé, jo diria, ja ha sortit moltes vegades, el coneixement és riquesa. Per tant, ara parlàvem d'educació, el coneixement permet obrir moltes portes. Ara ho parlàvem a nivell educatiu, a nivell per trobar feina, però també el coneixement ajuda a una millor qualitat de vida, a aprendre, a relacionar-nos, a tot. Jo crec que moltes coses, potser gent que no vota a qui realment li faria bé en unes eleccions, si conegués, si tingués més coneixements, si hi hagués més formació, es veuria més els efectes de tot. I a mi em toca parlar del coneixement en tecnologia, que de fet els avenços que es van fent, la riquesa i el benestar
també vindrà a partir d'aquesta tecnologia i animar a la gent a estudiar el camp de la tecnologia. Ara parlàvem de llocs de treball, de col·locar-se, i ja dic, en aquest entorn hi ha mancança de gent. Aquí necessites un bon professional amb moltes especialitats i no cal que sigui un gran savi, perquè en el camp de la formació professional, temes especialitzats, ens trobem que potser un dia no tenim el fuster o el lampista que ens arregli una cosa, perquè necessitem bons professionals i hi ha un problema que en falten. Per tant, no hi ha feina, però potser de vegades no sabem generar-la o no sabem trobar aquestes vies o la gent no ha tingut l'oportunitat o la voluntat d'arribar a un nivell suficient per poder afrontar aquestes feines necessàries. Si vous voulez nous dire encore quelque chose, professeur Mabi. Très rapidement, vous redire à quel point je crois que votre thème de colloque est important et vous féliciter. Alors, je n'ai pas pu suivre tout, et notamment depuis hier, bien sûr, mais j'ai regardé votre magnifique programme et j'ai trouvé extrêmement intéressant votre approche pluridisciplinaire où les disciplines se répondent, s'éclairent mutuellement. Et je crois que cela correspond également totalement au titre que vous avez choisi. Je ne suis pas théologien, mais il me semble effectivement, si je pars du thème que j'ai traité, qui est celui finalement d'une virtualité de plus en plus grande de l'enseignement, que l'incarnation est aujourd'hui effectivement au centre de nos réflexions et que l'aspect critique, au bon sens du terme, que vous avez dans ce colloque est vraiment utile, y compris pour analyser, évaluer les nouvelles utopies qui peuvent être formulées ici ou là et qui risquent d'être des utopies décevantes. Donc, cette pratique de la théologie de l'incarnation et cette réflexion sur l'incarnation me semble extrêmement importante et je voulais vous remercier donc de l'avoir menée. J'espère simplement, mon seul regret, c'est de ne pas être auprès de vous, car je conserve un très bon souvenir de ma venue, mais j'espère que dans des temps proches, nous pourrons nous retrouver sans masque et hors virtualité. Merci à vous. Merci à vous, professeur. Nous le souhaitons ici de nous rencontrer sans masque. Et donc, et puis, c'est vrai que nous avons organisé un congrès à 2 reprises. Donc, maintenant, on fait en février la première partie, Oui. puis le mois d'octobre, on fait la deuxième. On a invité Théobald, et puis on a invité Aveline de Marseille. Donc, le 2, représentant la France un peu, puis des Italiens aussi, parce que nous sommes convaincus de ce besoin de dialoguer avec les grandes cultures voisines. Tout à fait. Donc, Barcelone peut jouer un rôle de centre de dialogue dans ce sens-ci, même dans les champs théologiques. Tout à fait. Merci. Alors, nos salutations. Merci beaucoup, professor François. Merci a vous. Moltes gràcies, doctora Casals. Acabem aquí la nostra sessió del segon dia del nostre congrés i ens retrobem demà també per la tarda, tal com tenim programat, a 3:15, també via telemàtica amb 2 taules rodones. La primera, una taula filosòfica moderada pel degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, el doctor Carles Llinàs, i després una taula rodona al voltant de la reflexió teològica moderada pel degà Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia. Moltes gràcies a tots els que heu estat aquí donant suport informàtic i també gràcies a tots els que ens esteu seguint i ens heu seguit al llarg d'aquests dies. Fins demà.